Je vais maintenant inviter Jérôme Laviolette à nous présenter. Est-ce que seuls les cyclistes appuient le développement des infrastructures cyclables? OK, bonjour tout le monde. Je pense qu'on me connaît, j'ai déjà intervenu plusieurs fois. Donc, on va regarder cette question-là parce que je pense qu'elle est importante dans le contexte actuel de développement du réseau. Donc, on sait, le réseau amène de nombreux bénéfices, blablabla, pas besoin de le répéter. On a vu, d'après ce qu'elle a dit, qu'il y a eu un développement rapide des infrastructures cyclables à Montréal. On a vu aussi que dans Montréal-Centre, notamment, il y avait un développement rapide des infrastructures cyclables protégées. Les infrastructures cyclables protégées demandent souvent d'enlever de l'espace à l'automobile pour avoir suffisamment d'espace pour faire une voie cyclable protégée. Qu'est-ce que ça amène? Ça peut générer une forte opposition au vélo, qu'on appelle en anglais bike-clash. Il faudrait trouver une belle traduction en français d'ailleurs pour le mot bike-clash. Mais bref, si vous avez une idée, vous viendrez me le dire. Et donc, on tentait de comprendre, justement, si c'est juste les cyclistes qui supportent et qui appuient le développement du vélo, on a peut-être un problème parce qu'il n'y en a pas assez. Puis on veut convaincre beaucoup de gens de se déplacer à vélo. Et donc, comment est-ce qu'on amène une augmentation là, de l'appui au vélo? En fait, cette question-là, c'est Lexi qui va la présenter dans la prochaine présentation. On va d'abord se comprendre, à tenter de comprendre, d'abord se concentrer à tenter de comprendre l'appui, l'opposition des résidents de Montréal et Laval au développement des infrastructures cyclables. Donc, on va se questionner qu'est-ce qui influence le fait d'appuyer ou non le développement des infrastructures cyclables. Comment est-ce que l'étape de changement de comportement donc, que Zara a présentée peut influencer l'appui aux différentes infrastructures et pourquoi est-ce que certains cyclistes s'opposent aux infrastructures cyclables et pourquoi est-ce que certains non-cyclistes appuient le développement des infrastructures cyclables. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a fait beaucoup d'enquêtes. Là, je vais, avec pour cette première présentation que je fais aujourd'hui, on se concentre sur la même enquête que Zara a utilisée dans l'étude qu'elle a présentée. Donc, territoire Laval-Montréal, recrutement avec Léger Opinion. On voulait avoir un échantillon représentatif de ces deux villes-là par âge et par genre. On a fait une première enquête en 2023. C'est les données que je vais utiliser pour la présentation actuelle. Puis, on a fait une enquête de suivi en 2024 auprès d'à peu près la moitié des répondants. Je n'ai pas de données pour ça actuellement, mais ça va être dans le futur. Puis l'autre enquête que je vais vous présenter dans ma deuxième présentation. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les résultats de cette première enquête-là. Similairement à ce que Zara a présenté, on a mesuré les outils de mobilité possédés, les comportements et les intentions à l'égard des différents modes de transport, les attitudes, les perceptions et les normes à l'égard du vélo, les perceptions à l'égard des infrastructures cyclables, et c'est sur ce qu'on va se concentrer durant la présente présentation, et évidemment les caractéristiques sociodémographiques des individus. Donc, je remercie Zara parce que ça va me permettre d'accélérer un peu ici. On a demandé aux gens, justement, lequel des énoncés suivants décrit le mieux l'utilisation du vélo et selon leurs réponses, on les a classifiés dans une des différentes étapes de changement de comportement, une des 6 étapes qu'on a mesurées. Pour le reste des analyses, on regroupe les étapes 3 et 4 ici, préaction et préparation, car elles sont conceptuellement relativement similaires et on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de différence dans qui était dans ces deux étapes-là. C'est exactement ce que Zara a présenté. Ensuite, on a aussi posé des questions par rapport à ce que les gens pensaient des infrastructures cyclables dans leur quartier. À la question du monsieur du regroupement des personnes non-voyantes, toutes ces questions-là ont été posées à tout le monde, incluant les personnes avec une limitation de mobilité. Donc, première question, je pense qu'il y a assez de pistes cyclables protégées dans mon quartier. Le taux d'accord avec cette question-là était de 73 %. Et fait intéressant, c'est à peu près constant dans les régions qu'on a mesurées. Donc, constant entre Laval, Montréal-Centre, Montréal-Ouest, si on se rappelle les régions OD qu'elle a présentées. Montréal-Est était légèrement plus bas, on était à 67 %. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'on sait objectivement que les pistes cyclables ne sont pas équivalentes dans toutes ces régions-là, mais pourtant, le taux d'accord qu'il y en a suffisamment dans le quartier est le même à travers presque toute la région. Deuxième élément, est-ce que offrir des infrastructures cyclables protégées permettrait à davantage de gens de se déplacer à vélo? On a voulu inclure ça parce que c'est un peu la base. Pourquoi est-ce que je voudrais qu'il y ait des pistes cyclables si je ne crois même pas que ça va aider des gens à se déplacer à vélo? Donc déjà là, le taux d'accord, il est élevé, mais il n'est pas à 100 %. 69 %, c'est bien, mais il y a encore du travail à faire. Donc, il y a du monde qui ne croit même pas aux bénéfices des pistes cyclables pour amener des gens à se déplacer à vélo. Là, ça devient plus difficile. Je pense qu'il devrait y avoir plus de pistes cyclables protégées, même si ça signifie d'enlever des voies de circulation automobile, 44 % d'appui. Je pense qu'il devrait y avoir plus de pistes cyclables protégées, même si ça signifie d'enlever des places de stationnement, 39 % d'appui, donc plus bas que les voies cyclables qui remplacent les voies de circulation automobile. Donc, après ça, je suis sûr que si on demande à ces gens-là, est-ce qu'on voudrait réduire la congestion? La réponse devrait probablement être oui. Est-ce que d'enlever une voie de stationnement est la meilleure chose pour réduire la congestion ou enlever une voie de circulation automobile? Question à débattre. Donc, ensuite,
on a posé deux éléments qu'on entend souvent par rapport aux pistes cyclables. Je suis inquiet que l'implémentation de pistes cyclables puisse créer des enjeux de sécurité pour les piétons. Le taux d'accord pour ça, 61 %. Je pense que les infrastructures cyclables rendent plus difficiles les déplacements pour les personnes à mobilité réduite, 58 %. Et je viens de vérifier ensuite à la question qu'on a eue. Parmi les gens qui ont indiqué avoir une limitation fonctionnelle qui les empêche de faire du vélo, le taux d'accord ici est à 75 %. Aujourd'hui, on va se concentrer, on va aller un peu plus sur ces deux éléments-là. Le premier, parce que c'est l'élément le plus positif en quelque sorte, puis le deuxième, c'est le gros trade-off qui est super difficile actuellement à Montréal, c'est d'enlever des places de stationnement. Donc, on va aller se pencher sur ces deux éléments-là. Donc, on a mesuré ça, comme j'ai dit, sur une échelle à 6 points. On n'a pas mis d'échelle, on n'a pas mis de point neutre. On voulait que les gens penchent d'un bord ou de l'autre, que ce soit légèrement en désaccord ou légèrement en accord, parce que c'est des enjeux quand même qui peuvent être clivants. Donc, j'attire votre attention sur un élément ici. Les gens qui sont en désaccord avec le deuxième point de remplacer du stationnement par des pistes cyclables sont fortement en désaccord, ce qui est sans surprise ici. Donc, comment est-ce que l'étape dans laquelle on se trouve influence notre accord avec ces deux énoncés-là? Donc, beaucoup de chiffres sur l'écran. Je vais essayer d'attirer votre attention sur certains éléments. Déjà, le premier élément, en fait, c'est que parmi les gens qui ne font pas de vélo, donc on peut considérer les 3 premières étapes, il y a une différence. Les gens qui ne sont pas intéressés au vélo, beaucoup plus faible taux d'accord, avec même l'idée que les pistes cyclables aideraient les gens à se déplacer. Alors que les gens qui sont dans les étapes 2 et 3, qui souhaiteraient se mettre au vélo, mais qui ne le font pas pour différentes raisons, pour manque de motivation actuellement ou parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables protégées, sont davantage d'accord avec cet énoncé-là. Évidemment, pour les gens tout en bas, les cyclistes qui sont convaincus, bien, le taux d'accord est presque universel là, pour cet énoncé-là. Si on passe au deuxième énoncé, je pense qu'il devrait y avoir davantage de pistes cyclables protégées, même si ça signifie d'enlever des places de stationnement. Bien là, comme on peut voir, le taux d'accord varie aussi beaucoup. Plus on est avancé dans les étapes de changement, plus le taux d'accord est élevé. On a seulement 25 % pour les gens qui ne sont pas intéressés au vélo, dont 50 % qui sont fortement en désaccord avec cette idée-là. Et même parmi les cyclistes, on a seulement 2/3 de gens, des cyclistes, qui sont d'accord avec l'idée de retirer des places de stationnement. On voit aussi que ceux en action ici, donc que Zara a présenté comme les captifs, qui ne sont pas certains de continuer le vélo, sont aussi moins convaincus en général et appuient un peu moins les infrastructures cyclables protégées. Et donc, avec un taux un peu plus faible que les gens qui sont dans les étapes 2 et 3 et qui voudraient se mettre au vélo. On va continuer notre investigation de ces deux énoncés-là. On revient à l'énoncé d'avant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on appuie ou non cet énoncé, qu'on est d'accord ou non avec cet énoncé? Le fait d'être une femme, le fait d'être aux études, le fait de faire entre 80 000 et 125 000 80 000 et 125 000 de revenus annuels, c'est généralement ce qu'on voit. Les cyclistes sont beaucoup dans cette tranche de revenus-là. C'est la tranche de revenus qui est le plus, où les cyclistes sont le plus représentés. Le fait d'avoir une auto ou d'en avoir deux par rapport à ne pas en avoir, évidemment, on est moins de probabilité là, d'appuyer cet énoncé-là. Le fait d'être abonné à Communauto, c'est l'inverse. Ça nous amène à davantage croire aux pistes cyclables. Et finalement, les étapes de changement de comportement, bien, on voit que par rapport aux gens en étape 1, les étapes 2, 3 et 5, les gens sont plus en faveur là, de l'idée qu'offrir des pistes cyclables permettrait aux gens de se déplacer à vélo. Deuxième énoncé, l'énoncé difficile. Ici, au niveau des caractéristiques sociodémographiques, il n'y a pas beaucoup de choses qui fait qu'on va être en accord ou en désaccord avec cet énoncé-là. Le fait d'avoir un diplôme de cégep plutôt qu'un diplôme d'études secondaires va faire qu'on est moins en accord avec l'énoncé. Puis le fait qu'on est aux études va faire qu'on est plus en accord. Donc, les étudiants sont davantage en accord qu'on devrait enlever du stationnement pour mettre des pistes cyclables. Quand on regarde les autres variables, là, il y a beaucoup plus de choses qui jouent. Encore une fois, le fait de posséder une voiture, sans surprise, va faire qu'on est un peu en désaccord avec ça. Le fait qu'on utilise, par contre, le fait qu'on utilise le stationnement sur rue à domicile, ça n'ajoute rien. Non, pardon, oui, c'est significatif, excusez, j'ai mal lu parce que je voyais gris, là, mais oui, non, c'est significatif par rapport au fait de... et donc, on est moins enclin à supporter une telle mesure. À l'inverse, abonnement communautaire, posséder une carte puce, donc un peu, ça indique qu'on est plus multimodal, on est plus ouvert à supporter ça. La densité de population, c'est intéressant, parce que la densité de population calculée ici autour du domicile des répondants, on peut estimer que s'il y a une plus haute densité de population, le stationnement peut être plus contraint. Si le stationnement est plus contraint, bien, peut-être qu'on a moins envie que notre stationnement soit enlevé pour mettre en place des infrastructures cyclables. Et finalement, les étapes de changement de vélo, comme on a vu dans les analyses bivariées, tout ça est statistiquement significatif. Et finalement, la satisfaction à l'égard des déplacements, les gens qui sont davantage satisfaits à l'égard de leurs déplacements sont davantage d'accord qu'on devrait retirer du stationnement pour mettre des pistes cyclables.
Dernier élément ici, donc on va se concentrer sur les deux extrêmes. C'est qui les non-cyclistes, dont les gens en étape 1 qui ne sont pas intéressés à faire du vélo, mais qui appuient quand même cette idée de transformer du stationnement en piste cyclable. Puis finalement, c'est qui les cyclistes qui n'appuient pas l'idée de transformer du stationnement en piste cyclable. Donc, les supporters surprenants, comme je les appelle, ou unlikely supporters en anglais. Bref, c'est la traduction que j'ai trouvée hier soir. Là. OK, donc ceux qui ne travaillent pas, ceux qui vivent seuls, ceux qui ont récemment déménagé, donc sont moins attachés à leur milieu. Les gens qui n'ont pas de permis de conduire, pas de voiture dans le ménage, qui ont un abonnement comme une auto, qui ont une carte opus. Le fait de ne pas conduire 5 jours par semaine, le fait de marcher plus souvent et de prendre un TC plus souvent. Fait que finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont multimodaux sans le vélo vont davantage appuyer le développement des infrastructures cyclables. Au niveau des croyances et des attitudes, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là vont davantage croire que le gouvernement devrait faire la promotion du vélo. Les gens autour d'eux, on a demandé aux gens, est-ce que les gens autour de vous parlent de vélo? Les gens autour d'eux, dont ça parle positivement de vélo, vont avoir davantage de chances d'appuyer une telle mesure. Normes subjectives élevées, c'est-à-dire que les gens autour de vous vont supporter votre choix de faire du vélo si vous décidez d'en faire. Normes descriptives, donc plus d'amis, plus de leurs amis et des gens dans leur famille font du vélo eux-mêmes. Donc, on peut supporter que, moi, j'en fais pas, mais j'ai des amis qui en font, donc je comprends, les pistes cyclables, ça va aider les gens que je connais. On a comme un peu d'affaire de in-group ici. Les gens pensent aussi, évidemment, donc si on est d'accord avec ça, c'est parce qu'on pense aussi que les pistes cyclables, ça va aider les gens à faire davantage de vélo. Puis, ils sont aussi généralement moins d'accord qu'il y a suffisamment de pistes déjà dans leur quartier. Et d'autres données que je n'avais pas présentées encore, ils vont davantage croire aux avantages du vélo et aux bénéfices du vélo. Donc, ça va de soi un peu. Si on croit aux bénéfices du vélo, même si on n'en fait pas nous-mêmes et on n'est pas intéressé à en faire, bien, on va avoir davantage de chances de supporter une mesure là, qui vise à remplacer du stationnement par des pistes cyclables. Ça, c'est tous des éléments qu'on a mesurés. Ce qui n'a pas d'effet, les gens vont aussi moins croire que le vélo n'est pas bon pour les commerces locaux ou que le vélo augmente la congestion. Ce qui n'a pas d'effet, j'attire votre attention, le fait de vivre dans un endroit avec des bonnes infrastructures cyclables n'a pas d'influence sur le fait de supporter ou non le remplacement de pistes cyclables par le remplacement de stationnement par pistes cyclables, pas l'inverse. Voilà. Finalement, dernière diapositive ou presque, qui sont les opposants surprenants, donc les cyclistes qui n'appuient pas le développement de pistes cyclables au détriment du stationnement. Donc, ne pas faire entre 80 et 125 000 $ fait qu'on a plus de chances de s'opposer au développement des infrastructures cyclables. Le fait d'avoir 1 ou 2 véhicules de ménage, de ne pas avoir de carte opus, de ne pas avoir d'abonnement comme une auto, le fait de conduire plus souvent que jamais, le fait de marcher seulement 1 ou 2 jours par semaine plutôt que plus souvent. Donc, en gros, c'est plus des multimodaux avec vélo, mais aussi avec auto, qui vont avoir tendance à s'opposer au retrait de stationnement. Au niveau des croyances, c'est des gens qui sont plus neutres. Donc, en général, les cyclistes étaient très en faveur que le gouvernement fasse une promotion du vélo, mais ces gens-là étaient un peu plus neutres par rapport au vélo. C'est-tu fini? Non, pas encore, super. Normes subjectives plus faibles, moins d'importance accordée au fait d'habiter dans un quartier cyclable, moins d'accord que les pistes aideraient les gens à faire du vélo et pensent qu'il y a déjà assez de pistes dans leur quartier, donc pour ça qu'on supporte moins le retrait de stationnement. Et en général, même si ce sont des cyclistes, ils vont croire moins à certains bénéfices du vélo. Ils sont quand même convaincus par le fait que ça réduit les émissions, par le fait que ça met la population plus en santé, mais ils croient moins que ça aiderait les gens, les enfants à se déplacer de façon indépendante, puis ils croient moins que ça rendrait les rues plus sécuritaires si davantage de gens se déplaçaient à vélo. C'est aussi des gens qui croient plus que le vélo n'est pas bon pour les commerces locaux et que le vélo augmente la congestion, même si eux-mêmes sont cyclistes, on se le rappelle, et convaincus de continuer à faire du vélo dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est que la fréquence d'usage, la fréquence à laquelle on utilise le vélo n'avait pas d'incidence sur l'appui. Donc, qu'on fasse du vélo moins d'une fois par semaine ou qu'on en fasse 5 jours ou plus par semaine, ça n'avait aucune incidence statistiquement significative sur le fait d'appuyer ou non la mesure de retrait stationnement pour mettre des pistes cyclables. Donc, je reviens un peu sur les premiers éléments que j'ai présentés. Il y a un appui majoritaire en général à l'idée des pistes cyclables, mais pas nécessairement quand il s'agit de prendre de l'espace à l'automobile. Donc, rien de nouveau ici, mais on a des chiffres quand même qui viennent nous le témoigner. Donc, on a du travail à faire pour mieux communiquer par rapport aux bénéfices des infrastructures cyclables. De façon générale, les caractéristiques sociodémographiques n'expliquent pas tellement bien l'accord avec les énoncés qu'on a mesurés, alors que la possession d'outils de mobilité, notamment la voiture, l'explique beaucoup plus. Les étapes de changement de comportement sont très importantes et on voit qu'il y a une différence, notamment, il y a une différence entre les non-cyclistes qui sont intéressés à en faire et les non-cyclistes qui ne sont pas intéressés au vélo. Et il y a aussi une différence entre les cyclistes qui sont convaincus versus les cyclistes qui
sont pas certains de vouloir continuer dans le futur. Bon, mais ça résume ce que je viens juste de dire. Donc, je repasse rapidement. Voilà, ça complète. On est prêt pour les questions après la prochaine présentation. Merci.